Bonjour et bienvenue au podcast Entre deux cours, animé par Steven Poirier et David Barrière, deux étudiants au département de musique de l'UQAM. Et aujourd'hui, on a la chance d'avoir Thierry Chat, trompettiste et professeur au département de musique. Merci d'avoir accepté l'invitation, Thierry. Merci à vous deux, merci Steven, merci David d'être présent, merci de l'invitation. Puis félicitations vraiment pour le podcast parce que c'est une superbe initiative. Oh. Et j'espère qu'il y aura plein de gens qui vont passer sur ce divan, que ce soit des professeurs, des personnes chargées de cours, des finissantes. Oui. Alors vraiment, bravo. Puis j'ai écouté tous les autres avant. Même celui d'Annick qui est sorti. Même celui d'Annick, justement aujourd'hui, parce que j'habite à côté de Magog en préparation. Puis aussi voir, j'ai écouté juste la moitié là. Ouais. J'ai pas eu le temps d'écouter le reste, mais oui, j'ai écouté, voir... un petit peu comment ça se passait, puis vraiment toujours très intéressant. Oui. Et j'ai appris beaucoup de choses également. Oui, puis là, on va avoir celui de Hans qui va se passer juste avant le tien, dans le fond, fait que on va pouvoir faire le plein justement de connaissances envers tes collègues aussi, parce que justement, c'est ça que les profs ils nous disent le plus régulièrement, c'est que justement, ils se connaissent, mais ils apprennent des choses à travers le podcast. On a des profs nous ont dit ça pour Hélène, Vanessa et Danick. Je trouve ça le fun aussi. Puis ça nous permet, c'est une belle place d'échange pour nous, mais c'est aussi pour les étudiantes qui n'ont pas eu la chance nécessairement de t'avoir encore dans le parcours. Puis là, ils vont pouvoir se faire une idée avant de s'inscrire au cours de cuivre ou au cours de direction. Ça ressemble à quoi, Thierry? Ça va-tu être un bon cours? Ben oui, prenez-le cours, c'est des cours super intéressants. Juste pour te contextualiser un peu le thème de l'entrevue, ça va ressembler à la plupart des podcasts. On a un peu le même gabarit d'un invité à l'autre, mais justement, le fait que vous avez des cursus qui sont différents puis des expertises qui sont différentes, ça nous emmène à d'autres places. Mais on va parler de ton parcours académique, ton parcours musical. On va aussi parler de ta vision de la pédagogie musicale parce que justement, tu as été enseignant et tout. Et puis, on va parler aussi de ton rôle comme dans la formation des futurs enseignants. Ça semble bon pour toi. C'est parfait. On y va avec ça. Fait qu'on va commencer un peu avec ton parcours académique. Là, on sait que tu es trompettiste. Moi, je le sais en tout cas. Mais ça commence où dans ton parcours académique? À quel moment, justement, la musique entre dans ta vie, dans ton parcours? Je te laisse y aller. Vous avez le temps. Oui. Alors, une petite rétrospective, mais en effet, oui, j'ai commencé la musique, enfin la trompette à l'âge de 9 ans. Puis pour mettre un peu en contexte, quand j'étais jeune, je dansais beaucoup, je chantais beaucoup, faux ou pas, je sais plus. Et puis chez moi, donc c'est mes grands-parents, parce que bon, on va dire les choses, sinon les gens vont pas nécessairement comprendre. Je parlais beaucoup de mes grands-parents parce que je n'ai pas eu de parents. Okay. Donc, ils n'ont pas voulu d'un bébé aussi charmant que moi. Donc, j'ai été élevé par mes grands-parents maternels. Donc, c'est eux qui m'ont mis un peu la musique dans les mains. Et je me rappelle encore comme si c'était hier, à l'âge de 9 ans, mon grand-père est venu. Il m'a dit, conservatoire, enfin, à l'école de musique à l'époque, ça veut dire que j'ai un petit accent. Et puis, et donc, en France, il m'a dit, bon, voilà, il y a 2 instruments qui sont conservatoires. Alors, qu'est-ce que tu veux faire? Moi, je connaissais ni l'un ni l'autre. C'était le violon ou la trompette. Puis le mot trompette a résonné, mais je connaissais ni l'un ni l'autre, alors j'ai pas pourquoi pas. Et à l'époque, je faisais beaucoup de natation. J'avais essayé le sport, mais c'était pas pour moi le sport. Petite anecdote comme ça, je faisais du soccer, ce que nous on appelle du football. Ouais. Et puis l'entraîneur dit, pourquoi tu veux pas acheter le ballon, mais mets-toi par terre, etc. J'ai dit non, parce que je veux pas salir mes vêtements, sinon c'est ma grand-mère qui va faire la lessive. mais ça, je comprends. Je suis comme ça aussi, là, mes vêtements, les taches. Ah non, moi j'ai ça me tacher aussi, là, c'est l'enfer toute la journée. Je devais avoir peut-être 6-7 ans, mais en tout cas déjà le sport collectif, c'était pas nécessairement pour moi. Mais je faisais beaucoup de natation. Je n'étais pas si pire, on va dire. J'ai gagné quelques petites médailles, mais j'étais toujours fatigué à la fin. Et puis, et à l'âge de 9 ans, j'ai commencé en fait la trompette à Sassenage. C'est drôle parce que je suis né à Grenoble, dans les Alpes, et j'ai habité une petite ville qui s'appelait Sassenage. Alors, il y a beaucoup de blagues. Hein. Je faisais la natation Sassenage, on s'entend. Et donc, 9 ans, j'ai commencé. Et encore aussi, je me rappelle, ça va être important pour la suite. Je me rappelle vraiment de mon premier cours de trompette. Mon premier son, ça a été... Pas de son d'ailleurs, j'ai du souffle. Et mon prof m'a dit, pince-les, puis souffle plus, et puis et là j'ai eu un son. Mais j'ai trouvé ça difficile au début. Et donc, j'ai commencé à l'âge de 9 ans, et pour mettre un peu en contexte, mon grand-père avait fait 17 ans d'armée. Donc, je pense que vers 10 ans à peu près, tous les matins, il me réveillait à 4h30 du matin pour pratiquer 2 heures de trompette chaque jour. Dans la maison? À la maison. À la maison, j'avais ma chambre à 4h30 du matin, parce qu'en fait, je devais prendre le bus pour aller à l'école. J'avais 45 minutes de bus pour aller à l'école.
Et donc, j'avais pas trop le choix. Alors oui, 4h30, ensuite à peu près vers 6h, 6h30, je prenais mon petit déjeuner, puis je partais à l'école pour 8h. Voilà. Donc, quand on pratique 2 heures par jour, on développe beaucoup de vélocité, etc. Il y avait toujours quelque chose qui me manquait, ça aussi c'est important pour la suite. Et je jouais, mais je trouvais ça difficile, la trompette. Difficile, c'était un instrument qui me permettait de chanter dans un sens, mais je trouvais l'instrument très résistant. Beaucoup de résistance et j'avais pas beaucoup d'aigus. Mais par contre, au niveau de la lecture à vue, au niveau des doigts, la flexibilité, c'était bien parce que je travaillais beaucoup. Puis, à l'âge de 11 ans, on a déménagé dans le sud-ouest de la France. Et là, mon nouveau prof, Jean Cibra, m'a vu jouer, m'a dit « Mon Dieu, mais comment t'as appris à jouer, toi ?» Je dis « Pourquoi ?»« Ben, tu joues droit. Il faut jouer avec un angle parce que, bon, il faut prendre en considération la dentition. Donc, on a changé complètement la façon de jouer. Alors, j'ai quasiment recommencé à zéro. Et même chose, toujours 4h30 du matin, je pratiquais, etc. Jusqu'à arriver ensuite, là je vais vite dans mon parcours, à 18 ans, je suis parti pour l'armée. C'était la dernière année que c'était obligatoire. Donc j'ai dû la faire. Quelle chance! Mais c'était l'armée dans la musique. Donc tous les matins, on pratiquait, c'était génial. Puis par contre, comme j'habitais 800 km, j'étais pris, comme on dit ici, j'étais pogné à la fin de semaine à Paris à jouer sur les Champs-Élysées avec l'armée. Donc c'était difficile. Parce qu'il faut aussi que je dise, un petit clin d'œil aussi pour elle, c'est que j'ai connu ma future femme à l'âge de 17 ans. Elle avait 16 ans, ils sont encore ensemble. D'ailleurs, dimanche, elle fera 30 ans, elle va écouter ce podcast. Donc... Mais j'imagine. Après autant d'amour et de temps ensemble, j'espère. Exact. Quoique, elle doit connaître ta vie pas mal. Oh oui, et sans elle, je ne serais pas là aujourd'hui. Puis elle connaît aussi le métier de musicien. Elle était clarinettiste, on s'est connus d'ailleurs à l'école et puis en musique. Je faisais partie d'une chorale et elle aussi, puis je chantais plus fort que tout le monde pour l'impressionner. et donc, c'était difficile parce qu'il y a eu justement un an et demi où on était un peu séparés. Elle faisait ses études à Pau, moi à Paris. Et donc, j'arrive à Versailles, en fait, conservatoire de Versailles. Et là, mon nouveau prof, Christian Paulin, qui me dit « Comment tu joues, toi? » Ah, on joue pas comme ça. Faut jouer droit. Là, j'ai OK, là, ça me rappelle ce que j'avais commencé. Puis en soufflant, il me disait comme les Américains. Oh, OK. Et on a trop fait. Et ça m'a pris un an pour être complètement bloqué. Et donc, il y a 18 ans que j'ai arrêté de jouer à la trompette parce que je n'étais plus capable de jouer. Ce qui fait que, je me rappelle encore le cours, je jouais un concerto de Tomassi et puis et je bloquais. Je dis à mon prof, bon, là, ça suffit. Je vais prendre une année sabbatique, j'y arrive plus. Ça marche plus, donc j'arrête mes études là, puis je vais me remettre en place. Et j'avais connu un collègue à moi, tromboniste, qui me dit, écoute, il y a Robert Astre, un professeur à Toulouse, donc à peu près 600 km, 600-700 dans le sud, qui dit qu'il remet un peu les gens en place. Puis j'étais un peu démotivé, j'avais arrêté, je jouais plus dans les orchestres et tout. Donc finalement, j'allais le voir. Et malgré tous les concours que j'avais gagnés, parce que bon, j'avais une bonne technique, je travaillais beaucoup, on s'entend, mais souvent les gens disaient... Bravo, c'est bien, mais tu sais, il te manque un peu l'aigu, il te manque l'endurance. OK? Donc, c'était difficile. Puis je voyais des gens à côté de moi qui jouaient mieux que moi. J'ai dit, qu'est-ce qui se passe? Je suis pas bon. Pourquoi eux jouent mieux que moi? Et je les regardais toujours. Et à l'époque, il n'y avait pas encore Internet. Hein? C'était le Minitel à l'époque. Et je regardais beaucoup. Je dis, qu'est-ce qui se fait? Pourtant, deux poumons, un ventre, le même instrument. Et je dis, bon, je dois être pas bon, je dois pas travailler assez. Donc, je travaille encore plus. Ouais. OK? Et ça, je pense qu'il y a beaucoup d'étudiants et d'étudiantes qui connaissent ce syndrome-là. C'est pour ça que maintenant, je dis qu'il faut travailler intelligemment, pas nécessairement plus. C'est la qualité avant la quantité. Exact. Donc, ce monsieur Robert H. descend avec mon collègue tromboniste et puis il me parle, pareil, on était là à peu près, puis il me parle pendant 1 heure. Et tout ce qu'il me dit, c'est tout l'inverse de ce qu'on m'avait enseigné pendant 8 ans, pendant même 9 ans. Je l'écoute. Il me dit, maintenant tu prends ta trompette, puis tu vas chanter derrière. Mais tu vas vraiment chanter derrière. C'est pas juste penser à chanter, tu vas chanter. Puis tu vas faire la vocalise de Fa jusqu'au contre-Fa. Contre-Fa, c'est-à-dire une carte au-dessus de la note, moi, limite, que j'arrivais quasiment pas à faire dans toute ma carrière. Puis ça n'a pas marché. Premier coup, il me dit, non, je t'ai pas demandé de jouer. Je t'ai demandé juste de chanter, puis tu fermes juste les lèvres. Okay? Deuxième fois, un peu mieux, mais c'était difficile. Il dit, non. Je te demande juste de chanter derrière. Là. OK, là, j'ai OK, laisse faire, lâche prise, chante. Et là, j'ai fait la vocalise. J'ai joué un contre-Fa que j'avais jamais fait, avec une facilité déconcertante. Il me dit, maintenant, tu as compris. Mais tu vas mettre des années à essayer de refaire ce que tu viens de faire là. Et
Et c'est comme s'il y avait un moment de pouf, où j'ai compris beaucoup de choses en pédagogie instrumentale, surtout la trompette, les cuivres, en disant « Ok, mais tout ce que je faisais, c'était forcé. C'était aller à l'encontre de mon corps, etc. » Et depuis ce jour-là, j'ai écouté beaucoup de personnes. Je regardais, mais d'une autre façon. Parce que nous, on ne voit rien. Admettons, je joue du violon, si je joue un peu croche ou de sax, bon, on peut remettre un petit peu, mais nous, on ne voit rien. Donc ça se passe au niveau de la langue, interne et tout. Et depuis ce jour jusqu'à aujourd'hui, puis jusqu'à ce que je termine ma carrière, ben, je mets l'emphase vraiment sur... En fait, comme je dis à mes étudiants et étudiantes, j'enseigne pas, je te désapprends. Parce que c'est tous ces mêmes problèmes. Les gens qui viennent voir ont à peu près tous ce même problème, difficulté dans l'aigu, problème de détacher, mais tout est relié physiologiquement parlant. Donc, ma carrière m'a amené à travailler plus ce côté physiologique, comment jouer plus naturellement. Et bien entendu, de voir mes collègues qui jouaient déjà naturellement, les meilleurs trompettistes au monde que j'ai pu rencontrer et travailler avec, comment ils jouaient naturellement. Et là, je me dis, ben oui, bien sûr, c'est ce qu'ils font. Mais d'habitude, on regarde une chose, autre chose, ou c'est pas la bonne embouchure. On essaie de trouver des affaires qui, tout de suite, vont nous permettre de gagner un petit peu en endurance, mais c'est pas ça. C'est vraiment, et comme disait mon prof, sur le coup, on comprend pas tout, mais à force de travailler, il dit, le jour où tu lâcheras prise, là, tu joueras bien. Alors, ça a été difficile parce que j'ai tout repris à zéro. Et comme il me disait, les mauvaises habitudes seront toujours là. Il faut que tu recrées des bonnes. Et depuis ce jour, ben, c'est ce que je fais. Et il y a des jours avec, aussi des jours sans. Il ne faut pas croire que parce qu'on est professionnel, que ça va très bien. Non, quand je joue aussi dans des ensembles, j'ai du stress. Puis des fois, j'ai de bonnes journées. La difficulté avec moi, c'est que je suis très intransigeant. Du fait aussi de la façon dont j'ai été élevé, c'est resté. Donc, ce qui fait que des fois, à la maison, c'est difficile. Mais je ne suis pas intransigeant avec mes élèves et mes étudiants et étudiantes. C'est ça qui est drôle. Envers moi-même et envers ma famille aussi. Parce que je vois avec mes enfants un petit peu. J'ai deux enfants, William, 14 ans, et Abigail, 11 ans. Et heureusement que ma conjointe fait un peu le tampon, parce qu'on a été élevés de différentes façons. Moi, c'était vraiment très difficile comme jeunesse. Puis elle, ben, c'était on te soutient. Quoi que tu fasses, on te soutient. Donc, il faut que je prouve tout le temps que je suis capable. Donc, il y a toujours ce syndrome de l'imposteur. Puis même, on va sûrement en parler tout à l'heure aussi, d'être prof, etc. Parce que je me dis, il y a toujours meilleur que moi. Et ça, donc, et c'est difficile pour moi, tous les jours, j'y pense. Parce que je me dis, il faut que je me dise, en fait, c'est pas, et je l'enseigne en plus, ça qui est drôle, je l'enseigne, mais c'est comme on dit, le cordonnier plus mal chaussé. C'est, dans ce métier-là, c'est la constance qui est importante, c'est l'adaptation, c'est pas d'être le meilleur. Même si vous avez un ensemble et que c'est les meilleurs musiciens au monde, ça veut pas dire qu'ils vont s'entendre et que ça va bien sonner. Donc c'est la constance de faire ce que tu as à faire, puis si tu as du plaisir à faire ça, là, c'est gagné. Mais moi, en tant que prof, et en devant toujours prouver d'être le meilleur, puis d'être appelé, puis de devoir faire la job aussi, ben, on se met cette pression tout le temps. Donc, ce qui fait que, pour ma carrière de musicien, ça a commencé à 9 ans, puis ça va continuer. Puis par rapport aux études, certains que j'ai fait le conservatoire de Bayonne, ensuite le conservatoire de Versailles. Je suis arrivé ici en 2003, on est arrivé le 31 août 2003, après avoir fait 2 ans de comment on appelait ça, là, de contrat pour avoir la citoyenneté, etc. Résident permanent, c'est ce que je cherchais. En 2003, 31 août, et là aussi, je me rappelle comme si c'était hier, première semaine, je regarde, bon, est-ce qu'il y a des ensembles auxquels je peux jouer. Et je tombais sur une annonce, je ne sais plus si c'était sur Internet, l'Orchestre Avant de musique de film. C'est un orchestre, une harmonie en fait, semi-professionnelle de musique de film. Et moi, j'adore la musique de film, on va sûrement en reparler après. Et donc, j'appelle, est-ce qu'il y a une place? Ben là, on passe les auditions, mais peut-être la semaine prochaine, viens, etc. On me rappelle 2 heures après, bon, es-tu disponible pour là? Puis finalement, ils m'ont pris, je n'ai pas passé d'audition avec tout le bagage que j'avais et j'étais dans mon élément, c'était de la musique à l'image, j'adorais ça. Mais le choc culturel, j'ai fait « Oh, OK, on n'est pas payé. » non. Alors que moi, pour le plaisir. Ben voilà! Depuis l'âge de 11 ans, on jouait dans Harmonie et j'étais payé pour jouer. Dans la plupart des villes en France, il y a des harmonies, mais pas beaucoup. Mais mon chèque de 50 francs à l'époque est peut-être un 3, 4, 5 euros, donc on va dire un 5, 6 $. J'étais content parce qu'à l'époque, je n'avais pas de frais. Puis au moins, ça m'encourage à continuer. Mais si oh non, aussi. Puis là, j'ai réfléchi. Ben, si je prends des cours de, je sais pas moi, de karaté, ben, je vais payer aussi. Sauf que la musique, il faut que tu payes ton instrument, il faut que tu pratiques aussi. C'est beaucoup plus cher. En tout cas, c'est quelque chose qui a fait que, oh, OK. Et c'était difficile après parce que j'ai vu que ben, la musique, ça ne paye pas. Puis on n'arrive pas dans un milieu où, ah, ben tiens, t'es musicien, viens, on t'engage à l'OSM. Félicitations. Non, c'est vraiment pas Donc, j'ai tout recommencé. J'avais 2 maîtrises, donc j'ai fait le conservatoire de Versailles, j'ai eu un prix en trompette, puis un prix en cornet à piston.
Et je suis arrivé ici, on m'a dit, ça c'est quoi ça? Je dis, c'est de maîtrise. Oh non, on prend pas ça. Donc, je suis arrivé ici, à l'UQAM, je ne sais plus dans quelles circonstances. Et je me rappelle aussi, j'ai rencontré le directeur des programmes à l'époque, Jean-Louis Gagnon. Et j'ai discuté, voilà mon parcours, qu'est-ce que je peux faire? J'aime enseigner, et puis qu'est-ce que je me dis? Regarde, je te conseille quelque chose. Il me dit, fais ton bac en enseignement ici, puis même si tu n'enseignes pas, tu l'auras à vie, ton bac, ok? Je dis, ok, pourquoi pas? C'est une sécurité d'emploi. Et n'ayant pas eu de parents, je me suis toujours dit, le jour où moi j'ai une famille, je veux qu'ils aient tout. Et ça a été difficile. C'est pour ça que j'ai toujours... On a eu nos phases avec ma conjointe. Bon, là, t'es prête? Non, là, t'es prêt? Non, là. Puis à un moment donné, ma sœur, là, qui m'a... Parce qu'on n'a pas vécu ensemble, mais elle m'a retrouvé en 2005 via Internet grâce à un concert que j'avais fait au Lac de Chemin. Ça aussi, c'est une drôle d'histoire, hein, comme quoi la vie est drôlement faite. Elle m'a dit, regarde, si t'oses pas, t'en auras jamais. Puis là, je me suis lancé et je pense que j'ai plus stressé pendant 9 mois que ma conjointe. Parce que je dis, là, j'ai pas de situation, c'est difficile. Elle a une job, moi non. Je commence à jouer un peu partout, j'enseigne un petit peu, je fais mes études. Ça, c'était difficile. Donc, j'ai refait mon bac, puis... Et là, j'ai dit, mais là, j'ai 2 maîtrises. Bon, donc... J'ai rencontré, je me rappelle encore qu'André Villeneuve, le directeur de département à l'époque, est sorti du F3420. Je l'ai rencontré et lui a fait ses études aussi à Paris. Il me dit non, mais je connais un peu le système, on va te créditer quelques cours. Cela dit, on m'a crédité à peu près un an de cours. Okay. Donc, j'ai fait quand même mon bac ici. 1 an sur 2 maîtrises quand même. C'est pas beaucoup. Oui, mais c'est ça. Mais c'est pas grave. Moi, j'étais comme 1 an. Non, mais 1 an sur 2 maîtrises au complet. Mais c'est sûrement des cours de tronc commun, là, comme de l'analyse, puis des trucs comme ça qui vous ont crédité. Instruments, les cours fait que t'as perdu des cours d'atelier. Oui. Ça t'intéressait plus Ben, nécessairement. j'en ai pris quand même parce que j'ai surtout l'attitude. Bon, c'est sûr, puis j'étais aussi directeur des programmes ici. Et donc, j'ai rencontré ces cas de figure d'avoir des cours crédités. Puis, je me dis, c'est pas grave, au moins, ça me permettrait de faire des relations, de voir aussi un autre système. C'est pas le même qu'en France. Donc, d'apprendre aussi. Puis j'avais rien d'autre à faire en s'entendre. Je dis, je vais prendre le plus que je peux. Et puis faire ça et avoir mon brevet, puis commencer à avoir une job dans la musique, puis faire de la pédagogie, j'aime ça. Donc, et puis entre-temps, il fallait quand même avoir de l'argent, puis on voyait que ça commençait à baisser parce que ce n'était pas donné les coûts ici. Donc, parallèlement à mes études que je venais de commencer à l'UQAM, puis c'était en 2004 à peu près, j'ai commencé un AEC en gestion financière informatisée. Les deux en même temps? Les deux en même temps, à Saint-Laurent. Ensuite, j'ai eu mon brevet. Je pense c'était en 2005 à peu près, 2005-2006, quelque chose comme ça. Et là, je me suis dit, si je faisais le conservatoire de Montréal, parce qu'en fait, la professeure, le chargé de cours en fait, de trompette, c'était également Manon Lafrance, c'était également la prof au conservatoire. Donc, elle est allée ensuite enseigner au conservatoire. Elle me dit, viens au conservatoire et puis on va travailler ensemble, etc. Puis je dis, pour comparer aussi un peu le côté nord-américain et puis européen, je vais voir ce que ça donne. Donc là, j'ai fait une maîtrise, entre guillemets, il n'y a pas encore l'équivalence, mais je vais au conservatoire, faire mes études. Et je continue encore à jouer un petit peu plus. J'enseignais dans les écoles suppléants en musique. J'avais mon brevet, bien entendu. Et ça m'a marqué parce que avant d'avoir mon brevet, je me suis dit, en voyant, on avait joué avec un ensemble, j'avais remplacé un trompettiste Quintet Impact. Aussi beaucoup de stress parce qu'on remplace quelqu'un, puis personne ne me connaît. Donc, pendant, je vous dirais, les 5-6 premières années, là, c'était toujours une première. Je jouais dans des ensembles, je ne connais pas les musiciens, il fallait que je fasse mes preuves et j'étais toujours référé. Je n'avais pas le droit à l'erreur. C'est ce que je me mettais aussi, mais dans un sens, c'est vrai. Si on veut être appelé, c'est ce qui arrive. Et donc, j'ai remplacé, puis à un moment donné, on s'arrête pour manger, puis là, je voyage, je ne peux pas prendre une bière, je n'ai pas l'argent, etc. Je dis, moi, je veux pas ça. Je veux pas ça. Je veux subvenir à mes besoins, etc. Donc, oui, je veux faire mon brevet, travailler, quitte peut-être à moins jouer, mais ça ne me dérange pas parce que j'aime enseigner. C'est pas comme si c'était quelque chose que, je suis obligé de le faire parce que financièrement, je peux pas. La chose que tu détestes le plus sur cette terre, c'est pas comme si on t'envoyait dans une job de bureau, tu en parlais tantôt. Mais c'est un mal pour un bien d'aller enseigner pour justement... moi aussi, je suis de même. Puis j'aime enseigner parce que, depuis tout petit, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est que j'ai toujours cherché à comprendre pourquoi la personne joue mieux que moi. Qu'est-ce qui fait que c'est pas normal? Et pour des fois des mauvaises raisons, on se dit c'est de ma faute. Non. Donc c'est pour ça que j'ai aimé aussi le côté recherche. Ce qui fait que donc là je fais mon conservatoire, ma maîtrise, parfait, j'obtiens mon prix.
Puis ensuite, et là, donc, je commençais à enseigner dans des écoles. J'avais fait Mont-de-la-Salle, j'avais fait à Laval, Longueuil, oui. Ensuite, Longueuil, je suis allé à la Cité des Jeunes. À Laval aussi? Non, à la Cité des Jeunes, c'était à... c'est pas Varennes, là, c'est Vaudreuil. Excuse-moi. Et pas encore. Puis ensuite, moi, j'ai terminé au Collège Sainte-Anne-à-la-Chine, où là, j'ai eu un vrai poste. Ça, c'est pour après. Et là, je me suis dit, bon, je commence à jouer un peu partout. J'avais fait quelques concerts aussi avec l'OSM, puis joué musique contemporaine SMCQ également, le CM+, donc je jouais un petit peu partout. Je commençais à me faire connaître, on m'appelait. Et là, c'était pendant mon doctorat, je pense, puis jouer dans un ensemble, c'est-à-dire c'était le GMU, on répétait à l'UQAM, c'était un ensemble jazz. Puis j'avais fait aussi l'Université de Montréal en jazz. Je dis, moi, je n'ai jamais fait de jazz. Mais tu as fait le concert? Oui, c'est bon, vas-y, joue, lead trompette. Et je dis, attends, là, je viens de me soigner dans un sens où je travaille sur moi pour essayer de mieux jouer. Puis là, les trompettes, c'était avec Randy Loro. Puis j'ai oh là là, OK. Bon, puis j'ai fait la job aussi, mais c'était difficile. Je pense que je n'avais pas joué, j'avais tellement mal que je n'avais pas joué. Et ensuite, j'ai dit, bon, ben là, les gens commencent à me connaître pour ce que j'enseigne, ma pédagogie sur la trompette. Mais il y en a qui me disent, bon, il y en a qui ne croient pas à ce que j'enseigne. Ils pensent une méthode, la méthode Thierry-Champ, puis je déteste quand on met des étiquettes. Autant sur des gens que sur des méthodes, ce n'est pas une méthode, c'est que je les apprends, puis je travaille sur le côté physiologique. Sauf que mon prof avait des instincts, puis lui, c'était aussi basé sur l'enseignement de Robert Pichereau, qui est très connu en France, qui lui a passé sa vie en fait, à essayer de comprendre pourquoi son frère au trombone jouait superment bien, mais lui non. Et il a passé toute sa vie à essayer de recréer ça, puis c'est ce qui nous a donné maintenant ce que j'enseigne. Donc là, je me suis dit, OK, je vais essayer de prouver scientifiquement ce que j'enseigne, ben, c'est valable. Donc là, je dis, ben, je vais faire un doctorat. Et en même temps, on regarde le talent de paie, puis on se dit, oh là là, je pense à l'époque, je me faisais maximum, la meilleure année, c'était 35 000 $. Et encore. Et je jouais dans beaucoup d'ensembles, j'enseignais un petit peu. Je continue les études et je dis non, c'est pas possible, là, ça ne marchera pas là. Si on veut un enfant, c'est difficile. Puis on commençait aussi à avoir les économies qui descendaient. Donc je dis bon, ben, qu'est-ce qu'on fait? Donc à plusieurs reprises, autant c'était parce que ça ne fonctionnait plus ici, autant parce que c'était difficile, je me dis qu'est-ce que je fais? Est-ce que je continue la musique ou pas? Et là, je travaillais aussi, suite à mon AEC en comptabilité, dans une boîte comptable à demi-temps. À faire des factures, puis la personne me dit tu veux pas être à temps plein parce que tu fais la bonne job. Je dis, non, tu sais, parce que là en plus à l'UQAM, ça c'était à l'époque là. Mais tu trouvais où le temps de dormir, manger, respirer? Comme t'enseignais, t'étudies. Voyons. Ça c'est rien. Ça c'est rien. Alors, je sais plus à quelle date, parce qu'on occulte des fois les choses qui sont pas dites. Oui, c'est ça. Non, ça c'est fini. Et c'est vrai que je déteste maintenant me lever tôt. Ça, c'est dû, je suis sûr à ça. Là. Par contre, je suis un gars du soir. Parce qu'il faut que je joue. Quand on est, puis tous les musiciens, c'est comme ça, il faut que tu sois en forme. Parce que quand tu as une réunion le matin, que tu as un concert le soir, là, c'est horrible. Et les fins de semaine et tout. Mais je suis un gars du soir. D'ailleurs, souvent, quand j'étais à la direction des programmes, les étudiantes, mais là, c'était 2h du matin, tu vois, l'écrit, les courriels. Au moins, c'est calme à la maison, tout le monde dort, donc tu peux travailler. Mais pour répondre à ça, à un moment donné, je jouais justement dans un ensemble, puis il me fallait que j'achète un feugelhorn. C'est un bugle, un peu plus grand qu'une trompette, et puis je n'avais pas d'argent à l'époque. Et ça, je pense que je venais de terminer, j'étais au conservatoire, donc je venais de terminer l'UQAM. Là, j'appelle mon grand-père, peux-tu me prêter, même pas donner, me prêter, je pense que c'est $700 pour que je m'achète. Non. OK, parfait. Oui, et donc... je regarde des annonces pour travailler parce que, ben oui, j'avais pas assez avec toutes les factures et ça. Et là, je vois une job. Une job au complexe des Jardins, de nuit. Et je m'inscris. Et avant de faire ça, j'avais fait quand même aussi éco-sondage. J'avais fait plein de petits jobs pour essayer. Parce que quand je suis arrivé ici, je dis, mon Dieu, ça paye pas la musique. Et donc, c'est pas les petites gigs qui font qu'on y arrive. Puis ma blonde, bon, ben, elle travaillait, mais un seul salaire, là. D'ailleurs, je me rappelle même à un moment donné, on voulait acheter... quelque chose, puis la banque, le monsieur qui me dit mais monsieur, il faudrait peut-être commencer à travailler un petit peu. Ça, je le dis tout le temps, je retiens, ok, pas de problème. Quand j'ai eu le poste de prof, là, les gens, on ouvre tout après. Mais là, c'était le cas. Donc, lui, il travaille pour la banque, et lui, il se dit, ben, tu sais, il faut que je réponde à des exigences, mais c'est tellement une manière de... Et c'est pour ça que je trouve ça difficile, et c'est pour ça que dès que je suis arrivé ici aussi, j'ai créé ma bourse, la bourse Thierry-Champ, pour les gens qui ont des difficultés financières, parce que si j'avais eu ce genre de bourse-là, ben, j'aurais peut-être pu
pas faire en fait ce que j'ai fait. Ouais. Et donc, pendant 6 mois, j'ai travaillé, sans vous mentir, là, 18 à 19 heures par jour. Donc, mon emploi du temps, c'était... Alors, on va commencer par quoi? Bon, admettons, on va dire... de minuit jusqu'à 8 heures du matin, je travaillais au complexe des jardins, à mettre des chèques. C'était long de même, avec des bruits hallucinants. Minuit à 8 heures, juste à faire ça, là. OK? Ensuite, 8 heures, je rentrais, je prenais une douche, j'allais enseigner à Mont-de-la-Salle à Laval, j'enseignais là à l'époque. Ensuite, je prenais mes cours au conservatoire à l'UQAM, quand j'étais à l'après-midi ou les cours du soir. Je rentrais, je me couchais 2-3 heures, ma blonde me réveillait, je prenais ma douche, puis des fois, je ratais même le métro et je dormais à l'intérieur. Et j'ai fait ça pendant 6 mois. C'était difficile. Donc... Mais j'ai énormément de volonté. Ça, je pense, c'est mon grand-père qui me l'a remis. J'ai beaucoup de volonté, mais j'avais pas trop le choix non plus. J'aurais pu tout arrêter, mais non, j'ai pas encore tout donné à la musique. Et j'aurais pu choisir la facilité. Puis j'ai des collègues, heureusement, malheureusement, je sais pas. Et ici, je trouve ça difficile. Il n'y a pas non plus de place pour tout le monde au Québec, mais des collègues qui jouent très bien la trompette, mais qui ont une autre job à côté. Ouais. Et ça, j'ai même un élève qui travaille chez Amazon le soir aussi en ce moment, là. Et je trouve ça hallucinant. Donc moi, maintenant, dès que je peux, je les engage et tout. Et j'ai connu ça. Donc, ce qui fait que oui, ça a été difficile de travailler là-dessus. Et pour revenir en fait à la suite, je quitte ça. Je fais mon doctorat pour justement un petit peu prouver que ce que j'enseignais. Et donc, j'ai fait mon doctorat basé sur le côté physiologique et biomécanique respiratoire de la trompette. Et maintenant, mes recherches sont aussi basées là-dessus. Donc, j'ai eu... En fait, en 2010... Noël, ça allait pas du tout. Même chose, j'enseignais. J'avais un poste au Collège Sainte-Anne à la Chine, mais j'étais le 3e prof de musique qui arrivait. Donc, s'il coupe, hein, c'est le dernier arrivé qui est bumpé. Donc, il n'y avait jamais ce côté assurance. Et c'est quelque chose de très stressant. Et je le vois avec nos étudiants et étudiantes. Vous allez le voir là. On le voit en ce moment d'ailleurs avec le ministre, les considérations, c'est difficile parce qu'on veut tout s'impose, et on veut être relax, on se dit, bon, ben là, c'est bon, puis j'ai des enfants. Ouais. Et c'est difficile pour beaucoup de personnes, je le comprends. Ce qui fait qu'en 2010, mon directeur de thèse était décédé. Et je dis, bon, qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'arrête? Alors là, je dis, là, j'arrête tout. Puis à l'UM, je faisais beaucoup de classes de maître. On me demandait de faire des classes de maître. Je dis, offrez-moi un poste. Tu sais, je travaille beaucoup là-dessus. Pourquoi vous m'offrez pas un poste? Vous attirez du monde, oui, mais on ne peut pas, sinon on va avoir un grief, quelqu'un qui a déjà en scène. OK, bon. Donc j'étais vraiment démotivé. Je jouais partout. J'enseignais un petit peu à droite à gauche. Je me rappelle, à l'époque, on n'avait pas de voiture, donc c'était communauto. Et alors là, les horaires entre l'école secondaire, c'est jamais les mêmes choses. Ouais. Donc là, essayer de trouver ta communauté là-dedans. Voilà. Donc, je dis, bon, allez, 2010, on n'avait plus d'argent, là. Puis bon, là, j'arrête tout. Et j'enseignais donc au Collège Sainte-Anne à la Chine. Et là, j'avais une stagiaire. Et France Simard, qui est arrivée, une chargée de cours de l'UQAM. Et j'ai c'était mon ancienne prof. Et puis, comment vas-tu? Ça va bien? Qu'est-ce que tu fais? Bon, là, je suis en train de faire mon doctorat sur le côté physiologique. Puis, moi, je fais ça, mais côté neurologique, OK. Puis, elle me dit, je pense qu'il y a un poste à l'UQAM en trompette. J'ai dit, OK, bon, université, moi, c'est là, c'est là-haut. J'ai dit, OK, bon, qu'est-ce que je fais? J'ai envoyé mon CV. Puis là, je reçois une lettre comme quoi, bon, les auditions, les entrevues sont déjà passées, donc merci beaucoup, on garde votre CV, etc. J'ai dit, bon, c'est pas grave. Puis le Collège Sainte-Anne m'avait offert un 100% de tâches pour l'année d'après. J'étais content, mais toujours pareil, troisième prof. Ouais. J'ai dit, bon, jusqu'à quand ça va durer? D'ailleurs, malheureusement, il n'y en a plus maintenant. Musique, ils ont remplacé ça par robotique. Alors, ce qui fait que... Non, mais c'est le même domaine. C'est la même chose. C'est la même chose. Ben oui. Ce qui fait que 2 mois après, et là, on est en 2011, puis 2010, là, plus d'argent, enfin, difficilement, et démotivé. Donc là, j'arrête mon doctorat. Je dis, là, je vais faire autre chose, je vais reprendre. Puis j'ai encore la petite voix de la dame qui dit, vous faites 2 ans de plus, vous pouvez être comptable. OK, bon, j'ai toujours aimé les chiffres, pourquoi pas. Ce qui fait que on n'a pris personne. Est-ce que vous voulez repostuler pour le poste? Je dis, qu'est-ce que je fais? Je venais d'avoir le 100% de tâches. Qu'est-ce que je fais? Je dis, bon, allez, je renvoie mon CV, puis je repostule. Et là, ça, c'est un poste de professeur ou chargé de cours? Alors, attends, je ne savais pas à l'époque. Okay. C'était professeur. Oh! Mais moi, pas pour moi, là, je n'avais pas vu ça. Okay? Donc, pour moi, c'était, bon, trompette, etc. Génial, chargé de cours. Je postule. Et là, je rencontre, il y avait France Riendo, l'ancienne secrétaire que j'adorais, qui était là quand je faisais mes études. Donc, je rencontre du monde qui était présente et il me dit, est-ce que tu stresses? Ça va, oui, quand même, un petit peu, là. Et c'était au 35-60.
Et là, à l'époque, c'était André Lamarche qui était le directeur du département, qui vient me chercher au secrétariat, qui m'amène devant le 3560. Et par le petit hublot, je vois 14 personnes. J'ai dit, oh là, il y a beaucoup de candidats. Je ne vais pas réaliser, il ouvre la porte. Non, c'était 14 profs qui étaient là. Et tout d'un coup, OK. Donc, je m'assois et bon, il y avait quand même des enseignants et enseignantes que j'avais eu. Il y avait Claude Dauphin que j'ai eu. Donc, je me sentais un peu réconforté, mais il y avait des gens que je ne connaissais pas du tout. Puis 14 personnes, c'est impressionnant quand vous passez ça. Donc, je vous dirais, ça a duré 1 heure. Pendant 1 heure, j'étais comme ça. OK? Mais ce que j'ai adoré dans cette entrevue, c'est vraiment des questions très pertinentes. Il n'y a pas eu de piège. On s'est intéressé à moi, qu'est-ce que je faisais. Puis, j'étais très transparent. Je dis, ben là, j'ai arrêté mon doctorat, mon directeur vient de décéder, je ne sais pas ce que je vais faire, les questions standards, êtes-vous prêt à prendre la direction? Oui, bien entendu, on ne va jamais dire non. Ça, c'est une importance pour après. Et puis, bon, etc. Là. Et 2 jours après, j'étais au Collège Sainte-Anne, je reçois le courriel comme quoi, bon, félicitations, vous êtes accepté. J'ai sauté de joie, bravo. Donc là, vendredi, je suis convoqué au bureau du directeur. Et je dis, on discute, bon, félicitations, merci. Je dis là, avec mon emploi du temps, Collège Sainte-Anne, il va falloir que... Comment je fais pour les horaires? Puis là, il se met à rire. Puis il me dit, non, mais t'as pas compris, hein, Thierry? J'ai dit quoi? C'est un poste de prof, là. Et là, je venais de réaliser que tout ce que j'avais fait avant, me lever 4h30, travailler 18 heures par jour pendant 6 mois, tout ce que j'ai vécu en tout ça, là, puis d'avoir une carrière, ça venait d'arriver, sans que j'ai voulu le chercher. Il m'a dit, mais attention, voilà. Sans savoir, c'est ça. Il m'a dit, mais attention, là, il faut que tu termines ton doctorat. C'est la condition. Sinon, tu n'as pas le poste. Alors, le stress. Et on était en 2011. William était né en 2009, le 999 de 2009. Et ça a été difficile pour ma conjointe, pour moi, parce qu'il fallait que je termine mon doctorat. Je n'avais pas le choix. Mais je voyais que tous les problèmes qu'on avait allaient, entre guillemets, disparaître, etc. Ouais, la lumière au bout. C'est ça, au bout du tunnel, là, tout à fait. Un salaire de prof universitaire, c'est le prof au secondaire, voilà. Tu dois avoir vu dans ton compte faire comme « on va pouvoir dormir ». Et donc là, j'ai recommencé, j'ai finalisé mon doctorat en même temps avec un nouveau-né. Alors, c'était difficile pour tout le monde. Puis, bon, je suis interprète. Donc, moi, écrire, c'était difficile. Mais j'écrivais sur quelque chose que j'aimais, la physiologie et tout ça. Et j'ai eu un autre directeur de thèse qui... en fait, je n'ai pas été aidé nécessairement. J'ai dû faire ça seul quasiment. D'ailleurs, pour preuve, c'est quand j'ai dû présenter ma thèse. C'était à l'UM. Il y avait Michel Duchesneau qui était présent. Et je parle. Puis j'avais invité un collègue à moi, trompettiste, pour présenter un petit peu comme un cours ce que j'allais faire. Et au bout de 30 minutes, Michel qui me dit, est-ce que ça... dans 40 minutes, est-ce que ça va finir bientôt? Je dis... oui, il me reste 20 minutes. Je dis non, normalement, c'est 20 minutes. Là, je regarde mon nouveau directeur de thèse qui ne savait pas. Et je dis, OK, je vais conclure. Il dit, mais c'était vraiment intéressant. 40 minutes, déjà 20 minutes de plus, ils m'ont laissé, mais c'est parce que normalement, c'est 20 minutes. OK. Et donc, bon, pour faire court, j'ai eu mon doctorat, j'ai pu avoir le poste et aujourd'hui, je suis là. Et je me trouve très chanceux parce que quand j'ai eu les collations de grade, j'avais des collègues à côté de moi qui visaient un poste de prof, et moi, j'avais déjà mon poste depuis 1 an et demi à peu près. Et maintenant, je suis ici très, très heureux d'être là. Après tout ce processus et tout ce que j'ai vécu... c'est amplement mérité. À mon avis, il n'y a personne qui va vouloir t'enlever ça, à mon avis. Mais c'est super passionnant comme parcours. Wow! C'est très atypique, par exemple. Je pense qu'il n'y a pas 2 personnes qui peuvent avoir le même parcours que toi. On est habitué au parcours secondaire. Je vais au cégep en musique. Je fais mes études à l'université. Je vais me faire de la recherche, je fais de la recherche. Puis à un moment donné, le poste arrive. Mais là, on part de France, j'immigre, j'essaie, je jongle avec différents parcours, mes maîtrises qui ne sont pas nécessairement reconnues. Wow, quand même, hein? Ouais. Ce que je trouve qui est vraiment remarquable, puis tu l'avais mentionné, c'est la constance que tu as réussi à garder au travers de tout ça. Puis je trouve que c'est vraiment beau aussi que tu sois transparent puis que tu nommes les moments où est-ce que tu étais comme... Je savais plus si je voulais vraiment le faire, je me suis remis en question, tu sais. Je trouve que c'est vraiment beau et inspirant pour quelqu'un qui veut faire aussi carrière en musique, puis de réaliser que c'est normal, que des fois ça l'aille pas, puis on se remet en question, puis l'important c'est de continuer. Là. Et ça continuera, parce que j'ai aussi des moments de doute, comme tout le monde. C'est la difficulté. Bon, maintenant que je le pose, certains, puis je continue à jouer, il faut continuer à pratiquer, et puis des fois j'ai pas le temps. Mais jouer avec des gens qui pratiquent 2, 3, 4 heures par jour, donc...
on joue avec, j'aime à dire, on est des athlètes à petits muscles, les musiciens, musiciennes. Ce qui fait que oui, il y en aura toujours des moments de doute, il y aura des jours avec, des jours sans, mais il faut y croire, puis il faut être passionné. Et c'est ça que j'essaie aussi de transmettre, c'est que si on n'a plus de plaisir, moi si demain j'ai plus de plaisir à jouer, j'arrête. Si j'ai plus de plaisir à être à professeur, j'arrête. Il faut y croire, puis je lis peu, parce que je joue beaucoup, etc., puis je joue autant au jeu, mais je joue aussi, parce que je me dis, si je lis, il faut que je pratique ma trompette, à un moment donné, il faut que je décide, là, et j'adore les biographies, parce que ça m'inspire énormément de voir les gens qui disent, il faut se battre. C'est souvent, tu as 100 portes à traverser, tu défonces 100 portes, et des fois, tu arrives à la 99e, tu te dis, non, là, j'en ai marre, là. Mais c'est la 100e qui va te permettre. Il y a plein de cas comme ça dans le monde. Il faut y croire. Mais aussi, j'y crois à ça, c'est qu'il faut être là au bon moment. Et si je n'avais pas eu mon brevet en enseignement, je n'aurais pas eu le poste aujourd'hui. Ouais. Ce qui fait que mes collègues, quand je leur dis, passe ton brevet, oh non, peu importe, moi je continue à jouer. Ou certains, à moi de la salle, j'avais une personne qui n'avait pas le brevet, mais qui était là. Je dis, mais tu vas te faire bumper. Oui, mais c'est pas grave, en ce moment, je me fais de l'argent. Non, pense pas comme ça, ton brevet. Et puis moi, j'ai tout arrêté. J'ai arrêté mes gigs. Et ça, je le disais aussi à des étudiants, il faut que tu décides. Mais si tu recules, des fois, on ne peut pas parce que financièrement, d'où ma bourse, il faut aider ces étudiants-là. Mais termine tes études et ton brevet parce qu'après, c'est un soulagement. Là, tu sais, de jongler avec plein de choses et c'est pas donné à tout le monde. Donc, à un moment donné, là, c'est difficile de tout gérer, mais il faut que tu continues jusqu'à ce que les portes s'ouvrent. Et des fois, seul, c'est difficile. Moi, puis je le suis encore, vraiment bien accompagnée avec ma conjointe. Ça n'a pas été difficile tous les jours. Elle s'occupe beaucoup des enfants. J'enseigne le mercredi soir, je joue le jeudi soir. Les fins de semaine, des fois, je ne suis pas là. C'était difficile. Je n'ai pas pris mes 2 congés de maternité parce que j'enseignais. Donc, j'ai eu la direction aussi. Mais là où j'en suis maintenant, j'ai dit, les choix que j'ai faits, qui ont été difficiles, de tout reprendre, d'avoir le brevet, etc., de faire ma maîtrise, puis le doctorat après, m'ont amené là où je suis. Alors que souvent, des fois, c'est je vise ce poste-là, je fais tout pour, puis là, c'est grosse déception parce que c'est pas le temps. Ouais. Peut-être si tu avais été là un an avant, oui, mais là, c'est plus le temps, peu importe. Donc, c'est comme si, n'attends rien, mais en même temps, fais ce que tu as à faire, puis le destin, j'y crois. Et tout ce qu'on fait, des fois, on trouve des choses insignifiantes qu'on fait ou des choix qui... Non, c'est comme je dis aux enfants, il n'y a pas d'échec. Tu apprends tout le temps. Et ça, pour moi, c'est important. Oui, c'est difficile. Les échecs, c'est difficile. Oui, de ne pas avoir ce qu'on veut, c'est difficile. Mais il faut toujours prendre le côté positif. Et il faut être accompagné pour quelqu'un qui dit, non, regarde, on voit le côté positif. Et pourtant, je ne suis pas nécessairement le meilleur optimiste au monde, là, mais je suis obligé de voir ça. C'est fou. C'est vraiment fou parce que, justement... j'imagine que les étudiants et étudiantes qui vont écouter ça, ils vont avoir de l'espoir là, de se dire, on en a beaucoup là, des étudiants, des étudiantes qui sont à la maîtrise, qui justement sont en changement de carrière ou qui... En tout cas, moi, ça m'inspire beaucoup parce que c'est pas nécessairement les mêmes parcours et tout, mais l'envie réelle de vouloir, d'avoir quelque chose en soi et de vouloir faire de son mieux, en même temps de bien vivre, c'est 2 choses que tu dois perpétuellement jongler parce que tu veux le mieux pour tes enfants, pour ta famille, pour ta femme, pour toi-même. En même temps, tu veux t'accomplir. Puis en musique, justement, tu le disais, c'est tellement difficile d'avoir un métier ou d'avoir une rentrée régulière monétaire. Puis il faut pas négliger ça. Là, on vit quand même au Québec, à Montréal, que tout coûte cher. Puis il faut jongler avec ça, puis je trouve que c'est super inspirant, t'es super inspirant, puis j'en reviens pas d'avoir eu 2 cours avec toi, puis de pas avoir, je trouve ça merveilleux en ce moment, qu'est-ce qui se passe comme moment, parce que, en tout cas, on dirait que c'est comme ça cristallise pourquoi on est en train de faire le podcast, moi puis David, puis ça confirme que on fait pas ça pour rien, puis qu'en même temps, ça laisse la place à, justement... inspirer les étudiants, les étudiantes, nous inspirer nous, vous inspirer vous autres aussi. C'est parce que, déjà, puis pour ça que j'adore ce que vous faites, parce que déjà, on se sent à l'aise, l'installation est bien, donc et puis ce que j'aime aussi, c'est pas juste des questions académiques, il y a aussi le côté personnel, et là, je me permets aussi d'en parler, parce que ça peut motiver quelqu'un qui peut-être en ce moment trouve ça difficile, ok, il passait par là, et moi, quand je lis des biographies, je me dis, arrête de te plaindre.
Regarde cette personne-là, elle n'a plus de jambes, mais elle traverse. Des choses comme ça, mais c'est vrai. C'est pour ça que j'adore ça. Je dis, j'ai des maux de dos. Je dis, l'autre, elle fait de l'apnée dans de l'eau glacée. Arrête de te plaindre. Prends-toi une douche froide de temps en temps. Là. Pas si pire que ça. C'est ça. Mais oui. Et donc, il faut toujours relativiser. Oui. Et j'essaie de culquer ça aussi à mes enfants qui ont tout. Même trop. Je dis, regarde, il y en a qui n'ont pas 3 repas par jour, etc. Et j'ai toujours ça dans ma tête. Et puis, je suis le seul musicien dans la famille. J'ai manqué de rien, mais on n'était pas riche non plus. Et j'ai toujours à cœur d'aider les autres parce que j'aurais aimé qu'on mette plus de ma famille. Et c'est des gens de l'extérieur qui m'ont aidé le plus, pas nécessairement financièrement, mais du soutien. Et d'où ma bourse, d'où le fait que quand j'étais entre direction département, direction de programme, j'ai dit non, direction de programme, sans hésiter, parce que je me sens encore étudiant. Et je veux être là pour les étudiants. Ouais. Et ça, peu importe ce qu'on va dire là, pour moi, le poste le plus important, désolé Danick, c'est programme. Parce que s'il n'y a pas d'étudiants, il n'y a pas de département. Exact. Donc, il n'y a pas de prof. Alors, on est tous passés par là. On a tous été à un moment donné étudiants-étudiantes. Et là, avec différentes carrières, différents enjeux, c'est le but, si on peut motiver certaines personnes et puis faire que... OK. Puis, une petite anecdote, à un moment donné, j'étais dans l'ascenseur 3080 quand j'étais à la direction des programmes. Puis, les gens ne me connaissaient pas. Qui était à la sortie, on me dit « Ah, nouveau directeur, là, tu ne dois pas savoir ce qu'il dit, là, il vient de France. » Donc, ils ne savaient pas que j'ai fait mon bac ici, en enseignement, puis etc., tout le processus. Exact. Là, j'ai trouvé ça drôle parce que, c'est comme je dis, on met des étiquettes, mais souvent, c'est ça, on voit la personne, on ne voit pas qu'est-ce qu'elle a fait pour arriver là. Et moi, ça m'a toujours intrigué, puis toujours motivé de dire « Waouh, t'as fait ça !» Donc, autant dans le sport que dans la musique, des gens qui ne peuvent plus jouer, puis qui travaillent fort, puis qui reviennent au top de leur forme ou qui n'y arrivent plus, ça arrive aussi. Et si on peut mettre une petite étoile dans les yeux des gens, go. Exact. Puis je pense que c'est pour ça que moi et David, on s'implique aussi dans l'association étudiante. En tout cas, moi, ça m'est venu plus tard que David, mais... quand j'ai commencé à m'impliquer, c'était vraiment pour essayer de créer une cohésion, une communauté, quelque chose que les étudiantes, ils peuvent se sentir comme à leur place. Qu'il y ait pas un système, mais qu'il y ait une communauté qui se fasse à l'UQAM pour qu'ils puissent se sentir qu'ils peuvent accomplir ce qu'ils ont à accomplir. Puis on n'en fait pas des tonnes, mais je trouve qu'au quotidien, ça se remarque quand il y a des personnes qui prennent place dans le département puis qui veulent le bien du département. Ça se sent beaucoup dans le corps professoral. Moi, je le ressens beaucoup, mes collègues aussi. Mais quand on jongle ça aussi avec la communauté étudiante qui sont partants pour embarquer dans ces projets-là, là, c'est là qu'on crée vraiment quelque chose de spécial. Puis je pense qu'en ce moment, on est en train de le faire aussi. Oui, puis vous faites vraiment bien ça. C'est génial. Puis j'aime l'UQAM, plus particulièrement, parce que j'ai quand même fait l'UQAM, l'UM et le conservatoire, donc j'ai une bonne idée comment ça se passe, mais parce que je trouve que c'est une petite famille. On est une petite équipe, on se croise souvent, le département n'est pas si grand que ça, donc on se croise souvent, et on est parlable. C'est ça qui est génial, on peut se croiser, on comment ça va, bonjour, donc on revoit les personnes, et c'est vrai que c'est important de s'impliquer, parce que on passe, c'est une partie de notre vie, puis... Est-ce qu'on va marquer les esprits ou est-ce qu'une personne étudiante va nous marquer? Je me rappelle encore quand c'était à Collège Sainte-Anne, à Chine, une personne qui fait une carrière en musique m'a dit c'est grâce à vous. C'est qu'à un moment donné, là, je suis venu voir avec mes compos, puis elle avait peut-être 13-14 ans, puis il dit on va l'écouter en classe. Je lui ai dit regarde, puis on va faire une appréciation avec tes compos. Puis maintenant, elle joue avec... c'est génial. Ce qui fait que je pense que ce que vous faites, vraiment, c'est très important. Et je souhaite que ça continue après votre départ et que vous soyez à ma place en finissant à un moment donné. Parce que vous créez des souvenirs. Et ça, c'est impérissable. C'est génial. Le sentiment d'appartenance, c'est énorme. C'est énorme. On n'est pas juste des numéros, on n'est pas juste un code permanent. Il faut qu'on se sente à l'aise comme dans un ensemble. Si on sent juste... comme disait mon prof, à un moment donné, il disait un jour, il va y avoir que des fonctionnaires dans la musique. Puis dans certains ensembles, on le sent. C'est que, OK, je fais ma gig, je repars. Souvent, on me dit, tiens, je t'engage, c'est payé combien? Tu ne demandes même pas qu'est-ce que tu vas jouer. Ouais. Tu te demandes, et si c'est pas assez à ton goût, tu refuses. Bon, en tout cas, OK. Mais
Donc, sentiment d'appartenance, de dire qu'on est là pour la communauté, puis qu'on a sa place, puis qu'on va la faire. Ben, voilà, c'est gagné. C'est ça. Puis on est rempli de projets, moi puis David, pour ça, justement. En tout cas, moi, j'arrête pas. David, il m'épaule. Il a passé comme président avant moi. Là, il est rendu vice-président. Puis on a comme une équipe complète de fous. Puis on a comme 1001 projets pour cette année, les années futures. Là, je sais que moi, je le perds. Mon grand vaillant, je le perds l'année prochaine. Il est finissant. J'en perds beaucoup. Je perds Mick, je perds Laurie, je perds Florent. J'en perds plusieurs. Puis quand je dis que je les perds pas pour toujours, mais je les perds dans mon quotidien à l'école, à l'UQAM. Mais justement... Moi, je dirais que, avec l'équipe qu'on a en ce moment, des fois, le plus gros du travail, c'est de mettre les breaks sur les projets, de dire, on va ramener ça un peu plus petit, on n'a pas le temps de faire ça, on n'a pas le temps de s'occuper de ça. Oui, ça serait bien, mais je trouve que c'est un beau problème à avoir en tant que communauté. Il faut des projets dans la vie, c'est important. Parce qu'on a tellement des gros projets que là, on se dit, bon, par quel bout on le prend, tu sais, parce qu'on veut trop tout bien faire aussi. Ouais. On a le désir de vouloir bien faire les choses. On veut pas juste faire des choses pour dire qu'on a fait des choses. On veut bien les faire. Puis c'est tout dans comment le faire. Puis je pense que la communauté étudiante, elle voit que c'est bienveillant, puis il embarque de plus en plus. Au début de l'année, tu sais, si je me transporte, là, au début, moi, je me souviens, le mot de bienvenue que j'ai reçu, il était de toi. Tu finissais d'être directeur des programmes, je pense, puis là, il y a eu un switch. Tu étais avec Isabelle, qui était directrice aussi, donc il y avait tout ça, puis là, finalement, ça l'a switché, puis depuis ce moment-là, moi, je me souviens, le premier party de session qu'on a eu, on était quoi? On était comme 20. C'était absurde, là, on était une poignée, puis là, voir ce début de session-là, que tout le monde s'est mobilisé, on était 70 dans un bar, puis je m'attendais trop pas à ça. Tu sais, il faut remettre en contexte aussi que quand on a débuté à l'université, on est arrivé en 2020, en pleine pandémie. Oui. Mais tu sais, je pense que c'est pour ça aussi que moi, en tout cas, je parle pour moi, puis je pense que je parle un peu pour Steven aussi. Le fait d'arriver dans un milieu universitaire aussi à distance nous a créé une certaine lacune puis un désir de vraiment créer cette communauté-là dont Steven parlait. Là. Parce que j'ai l'impression qu'on sous-estime souvent l'importance du réseau, que ce soit amical ou un petit peu plus professionnel à l'université. Moi, je sais que si c'était pas des amis que je me suis fait à l'université, j'aurais pas continué mon bac. Là. Oui, tout à fait. Moi non plus. C'est ça. C'est un peu comme je disais tout à l'heure, quand j'étais à la direction, j'ai eu beaucoup de demandes de reconnaissance d'acquis, mais je dis, mais regarde, oui, tu peux l'avoir, mais c'est pas juste avoir des crédits pour ce cours, c'est arriver dans un endroit puis avoir des nouvelles relations avec qui peut-être tu vas développer des projets, de rencontrer du monde qui va peut-être t'engager pour jouer. Tu sais, c'est ça. Donc, cette communauté-là, communauté de l'anneau, et c'est ça qui est important, oui, en effet, parce qu'on est en musique, donc on joue ensemble. Donc, il faut déjà être soudés. Et puis, admettons, HEC, s'ils ont un projet dans une classe, ben, c'est pas rare que les gens ensuite travaillent ensemble sur d'autres choses. Et puis, après, c'est des amis de longue date et c'est ça qui est génial. Puis, c'est ça. Il faut juste canaliser toute cette énergie-là pour faire en sorte que ça perdure. Comme tu disais, tu souhaites que le podcast il continue même après notre départ. Puis, c'est le but aussi, c'est de prendre ça puis d'essayer d'en faire quelque chose pour que ça continue d'année en année, même quand nous, on va quitter. Moi, je suis encore là pour une autre année. Après en tout cas, je vais graduer en 2025. Donc, je suis encore là pour un moment, mais justement, moi, je le vois, puis je veux que ça se fasse bien, puis je veux qu'il y ait de la relève, puis je veux que le département se passe bien. J'ai passé là, je sais pas si je vais revenir ici un jour après, là, qui sait qu'est-ce que la vie va me réserver, mais je veux... Ce département-là m'a fait tellement de bien, il m'a apporté tellement de trucs que je veux y laisser quelque chose qui est représentatif. Tu sais, comme David disait, moi aussi, là, si ça n'avait pas été de la gang, je pense que j'ai commencé en pratique artistique, j'ai fait le switch en enseignement que j'ai trouvé très difficile parce que ça tombait à cheval avec plusieurs gros changements dans ma vie. Dans ma famille, il y a eu des maladies du côté de mon père. Mon père, il est tombé très malade, ça me rendait anxieux. Ma grand-mère aussi est tombée malade. Puis ça l'a fait en sorte aussi que mon père, il finançait mes études. Fait que ça l'a fait le switch. Fait que là, il finance plus mes études, il faut que je me trouve une job à temps plein, en étudiant à temps plein. Il y a des cours que c'était comme vraiment comme borderline, là, je m'accrochais, puis là, c'était comme il faut juste que je le fasse, puis continuer, puis si ça n'avait pas été de la gang. Si je m'étais
si c'était pas important pour moi, l'UQAM, j'aurais fait, bon, ben c'est fini. Bien sûr. Fait il faut, je trouve, puis c'est peut-être pour ça que je trouve que c'est super important, puis pourquoi je veux le faire. Puis c'est pour ça que ça m'inspire, ce que tu dis, parce que si ça l'a permis à une seule personne de s'accrocher, c'est gagné. Ben, c'est gagné. Ah oui, il suffit d'une. Oui. Il en suffit d'une. Puis, en tout cas. Oh, wow! On est inspirant. On est inspirant. Bon. On continue l'entrevue. Oui. Là, on se flatte depuis tantôt. On est comme, wow. On va rester dans le département. Ton rôle, le professeur, trompettiste, mais ton rôle dans la formation de la pédagogie musicale, tu as enseigné, tu donnes beaucoup de cours clés, cours initiation au cuivre, direction d'orchestre à vent, tu donnes les cours d'atelier de performance aussi classique, tu donnes les cours de trompette classique aussi. Superviseur de stage? Superviseur de stage aussi. Stage secondaire, oui. Au-delà de justement l'inspiration aux étudiants puis la formation, qu'est-ce que tu cherches le plus à transmettre à tes étudiants et étudiantes? Qu'est-ce que tu veux qu'ils apportent dans leur bagage d'enseignants quand ils vont tomber sur le marché du travail? C'est quoi? Oui, parce que c'est sûr qu'il y a un aspect de technique et de compétences, mais j'ai l'impression qu'il y a quelque chose de plus grand que ça à transmettre à tes étudiants au travers d'un cours. Oui, tout à fait. C'est une très bonne question, puis vous avez raison. Outre le fait de transmettre des connaissances, des compétences, il y a des valeurs à transmettre. Pour moi, les valeurs, c'est... Comment je peux dire ça? C'est toujours se mettre à la place des élèves. Là, je parle des élèves vraiment secondaires ou primaires, là, peu importe, mais je prends mon exemple. Aux élèves que vous allez rencontrer pendant la carrière et donner cette petite étincelle de dire hey, la musique, là, regarde, c'est génial. Parce que je me suis toujours dit ça quand j'enseignais. Et pour l'avoir vécu aussi, je dis peut-être que chez toi, ça va pas bien. Et que quand tu arrives ici, là, c'est ton échappatoire, puis ça va faire du bien. Alors, je ne vais pas te taper dessus, je ne vais pas... côté psychologique, là, on va faire la musique ensemble, on va s'amuser. Donc, je veux transmettre à mes étudiants étudiantes qui suivent le baccalauréat le plaisir d'enseigner, parce que si on a du plaisir à enseigner, les jeunes vont avoir du plaisir à jouer, puis peut-être même développer une carrière d'enseignante, on ne sait jamais. C'est comme quand je signe au secondaire, j'occultais pas le fait que peut-être qu'à un moment donné, vous serez chef d'orchestre et pas juste interprète. Donc, allez, viens diriger. Oh, ah oui, devant la classe, ouais, ils sont contents, tu sais. Déjà à leur âge. Mais oui, le plaisir de partager notre vécu. Et souvent, ce que je remarque, c'est aussi une question de stress. Parce qu'en enseignement, les étudiants et étudiantes que j'ai occultent un petit peu comment je pourrais dire ça? Leur carrière de musicien et musicienne. C'est que pour eux, il y a une coupure, puis là, je fais mon bac en enseignement, puis je vais ensuite enseigner. Sers-toi de tes acquis. T'es musicien, t'es musicienne, si t'es arrivé là, c'est que déjà, t'as des belles compétences. C'est pour ça que moi, j'ai toujours préféré le secondaire que le primaire, parce que quand j'ai fait mon stage au primaire, j'ai dit, oh là là, comment je vais faire ça? Pipi, tire les cheveux, non, au secondaire, j'ai dit, mon Dieu, j'ai rien à... Je me suis dit ça, pas tellement vrai, mais j'ai rien à faire. Parce que ce que je fais, pour moi, c'est naturel. J'enseigne, j'ai cette connaissance-là. Je leur ai même dit quand j'enseignais, je suis tous les jours à votre place. Donc, le transfert est là. Puis grâce, bien entendu, à mes études, les compétences et les connaissances m'ont permis de pousser plus mon apprentissage et l'apprentissage de la musique auprès des élèves. Mais le transmettre le plaisir, et je sais que c'est pas facile. Je sais que, même moi, admettons, si on me dit, est-ce que tu changerais quelque chose, est-ce que j'irais dans la musique? Parce que je me suis toujours posé cette question, est-ce que j'ai appris à aimer à jouer de la trompette ou j'aime jouer? Et j'ai jamais répondu encore à cette question. Parce qu'on m'a forcé à jouer quand même, m'a forcé à travailler. Oui, j'ai développé des compétences, oui, je suis bon, je ne suis pas le meilleur, mais est-ce que j'aime ça ou est-ce que j'ai appris? Et je ne sais pas. Je me dis, le jour où je suis à la retraite, je suis prêt à tout arrêter. Donc, il y a peut-être quelque chose là-dedans qui fait que, mais en même temps, j'aime enseigner. Comme une fois, je donne des cours, puis une heure, ça dure 1h30, 2 heures, puis je ne regarde pas. C'est pas grave, tant que j'ai quelque chose à dire, là, si tu as du temps, voilà. Mais oui, transmettre des belles valeurs, le plaisir d'enseigner, et que ça se reflète chez leurs élèves, que quand ils arrivent à un concert, oui, la session était difficile, oui, j'ai des problèmes à la maison, oui, tu en as peut-être aussi, mais là, on a tous du plaisir dans la classe. Je pense que c'est important. Et même, vraiment, parce que c'est difficile, des fois, on n'a pas des bons instruments, on n'a peut-être même pas de local, ou on ne sait même pas si, en septembre, je vais avoir ce poste-là. Alors, on donne
tout. On donne notre personne, puis on n'est même pas assuré qu'on va rester. C'est horrible. Ouais, trouvez-moi un emploi où... Cela dit, dans le privé, parce que ma blonde travaille dans le privé, là, elle peut arriver, passer sa carte, hop, ça marche plus, qu'est-ce qui se passe? Mais t'es viré, du jour au lendemain. Donc, c'est sûr, il y a ça aussi. Mais je pense qu'à un moment donné, dans une carrière, on veut sentir ce côté rassurant qui fait que quand on est rassuré, là, on peut encore plus travailler et plus donner. Et ça, c'est difficile en début de carrière d'avoir ça. C'est pour ça que on voit en ce moment toutes les grèves qu'il y a. C'est parce qu'il faut valoriser ce métier-là. Il faut valoriser le nombre de personnes qu'il y a dans les classes. Je trouve que c'est difficile. Il faut qu'il y ait plus de psychoéducatrices, psychoéducateurs. Il faut qu'il y ait de l'aide et qu'on puisse faire ce qu'on aime faire et ce qu'on a appris à faire. C'est pas juste on gère une garderie, là. C'est on veut apprendre quelque chose. Souvent, moi, dans ma classe, la journée, c'était horrible. J'entrais chez moi, j'étais déprimé. J'ai même pas enseigné la musique aujourd'hui. Je fais juste de la gestion. Ouais. C'est difficile, ça. Donc, oui. Alors, des fois, on arrive à reculons. Ça a été vraiment rare. C'est quand j'allais un peu partout. Et comme j'avais dit à un moment donné dans le cours enseignement collectif et direction des instruments avant, j'ai fait une série de concerts avec l'OSM il y a 2 semaines, 5 jours d'affilée. Puis c'était le matin, les concerts. Puis j'étais vraiment fatigué avec le trajet et tout ça, là, puis réunion et tout. Puis quand je me suis assis sur le podium, là, c'est comme si j'avais de l'énergie à revendre. Grâce à vous, là, je suis content d'être là. Ouais. Et ça, j'aime ça. Donc, peu importe ta journée, là, mais là, tu es là. Et c'était la même chose quand j'enseignais devant mes jeunes. Là, bon, allez, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Vous avez la parole, OK, puis on travaille ensemble, puis on monte quelque chose ensemble. C'est génial. Donc oui, je veux transmettre ça à mes aides, de dire que c'est pas juste des SAE vraiment bien faites, carrées, c'est que adapte-toi à ce que tu vas avoir devant toi. Ouais, mais tu disais que c'est important pour toi le plaisir, puis de comme inculquer, pas nécessairement inculquer, mais que les élèves puissent avoir un moment où décrocher. Mais tu sais, que je trouve que c'est un très bon exemple, ce que tu viens de dire, un exemple de comment l'enseigner aux gens, justement, de dire regarde, j'ai eu une journée très difficile, mais là, j'ai un regain d'énergie, puis on va avoir du plaisir. Puis, tu sais, justement, c'est une belle mise en image de pour moi, c'est un moment pour décrocher. Tu pourrais le faire aussi, tu sais. Okay, ouais. J'espère que les étudiantes le font aussi, parce que oui, tout le monde a des moments difficiles. Il y a des personnes monoparentales qui doivent... C'est difficile, d'autres qui ont eu un flat, qui sont arrivés en retard, ou peu importe, qui sont stressés. On parlait tout à l'heure, justement, le bus ou le métro qui ne marche pas, puis tu es stressé, tu n'arrives pas à au cours, peu importe, là. OK, regardez, là, maintenant, on est ensemble à faire de la musique, puis on va avoir un beau dialogue, puis voilà. Mais on est dans un endroit où, oui, c'est exigeant, oui, on apprend, mais on va apprendre dans des conditions idéales, parce que la vie, c'est pas que du stress. Non. C'est qu'à un moment donné, on a tous du stress, tout le monde. Quelqu'un qui me dit qu'il n'y a pas de stress, c'est pas vrai. Il y a le bon, le mauvais, il faut être capable de le gérer, mais dans ce milieu-là, on en a pour diverses raisons. Que ça soit une geek à venir, que ça soit des choses qui se passent à la maison, mais on a toujours quelque chose. C'est pas une journée idéale. Ceux qui arrivent en sifflant ici, félicitations, là, mais peut-être que le lendemain, ça va pas aller. Donc, c'est ça. Donc, je pense qu'il faut prendre ça en considération. Puis, j'ai beaucoup d'empathie aussi. Puis, je pense que c'est une force. D'ailleurs, j'ai toujours voulu faire psychologie. Je ne sais pas pourquoi, là. J'ai adoré mon cours psychologie, le Psy 2634. J'ai adoré ça. J'ai eu 23 sur 20, d'ailleurs. Je me rappelle. Et c'est là que je me suis dit, est-ce que je continue en musique ou je fais psychologie? Parce que je faisais un exercice, d'ailleurs, dans mon cours d'initiation en cuivre. J'aime la synergologie, c'est l'étude du mouvement, la façon dont on est assis ou qu'on se tient, etc. Donc, premier cours, je présente le plan de cours, puis je regarde les gens. Je regarde les étudiants et étudiantes, comment ils s'assoient, comment ils se tiennent, comment ils prennent la parole et tout ça. Et ce que je fais, je m'amuse parce qu'ils doivent choisir un instrument parmi les cuivres, donc trombone, tuba, trompette, corps français. Et est-ce que j'oublie quelque chose? Trompette, tuba, corps français, euphonium. J'ai oublié euphonium. Donc là, je les écoute et je me prépare une petite fiche et je leur mets l'instrument qu'ils vont choisir. Et chaque année, j'ai au-dessus de 95% de bonnes réponses. Parce que je dis toujours, c'est pas vous qui avez choisi l'instrument, c'est l'instrument qui vous choisit. Donc, je ne vais pas être dans les détails là-dedans, mais c'est très psychologique aussi, dans le sens où... Je me souviens, tu disais que les trompettistes, ça parle fort, puis tout, puis j'ai vu mon mic, là, Michael, qui lève la main, j'étais comme « Ah! » Et voilà. Mec à la trompette. Un trompettiste introverti... C'est une poule avec des dents. Je ne l'ai pas vu encore. Donc, tu vois, il y a des choses comme ça. Puis, oui, c'est...
Ou des couples qui se forment dans les orchestres. Et trompette, clarinette, ça va ensemble. Hein? Oui. Mais qu'est-ce que tu parlais justement d'essayer de justement bien faire ça pour les professeurs? Moi, qu'est-ce qui m'a donné l'envie d'enseigner? C'est mon prof au secondaire. Puis peut-être que tu le connais, il enseignait à Laval aussi, à Georges Vanier, Yves Dionne. Oui, Yves Dionne, prof, en tout cas, dans ma tête, meilleur prof de la planète Terre. Génial, vraiment génial. Puis c'est lui qui m'a donné la passion de la musique. Puis je vais toujours m'en souvenir. Il était tout le temps là pour moi, pour X, Y raison, le hors enseignement. C'était un homme humain qui était là pour moi, peu importe la situation que je vivais. Puis c'est ça, moi j'ai choisi. Moi je suis un bassiste, basse électrique, fait que je commence en secondaire 1, secondaire 2. Puis comment c'était fait à mon secondaire, c'était divisé en 3 sections. Fait qu'il y avait les débutants, les intermédiaires, puis les avancés. Les avancés, c'était secondaire 3, 4, 5. Puis c'était une concentration de comédie musicale. Fait qu'il y avait une partie des gens qui faisaient du théâtre, du chant, de la danse, puis il y avait des gens qui faisaient l'orchestre. Fait que l'orchestre accompagnait de la musique live pour la comédie musicale. Et pour rentrer en comédie musicale avancée, il y a un seul bassiste dans le groupe, évidemment, parce qu'on ne va pas commencer à avoir des quintettes de bassistes. Là. Ça fait en sorte que il faut être solide. C'est des grosses productions. Puis c'est une concentration qu'on fait de la musique à tous les jours. Puis il a tellement forcé pour que ça fonctionne avec moi. Puis il me disait tout le temps, t'es bon, ça va fonctionner. Et genre, ça marche. Puis jusqu'à la fin de mon secondaire. Puis j'ai comme pogné mon high en secondaire 4. Là. En secondaire 4, là, j'étais rendu vraiment bon. Puis là, ça a commencé vraiment à bien fonctionner pour moi. Puis là, j'ai développé vraiment cette passion pour la musique. Mais avant, c'était plus un intérêt, plus qu'une passion. Puis quand j'ai fini mon secondaire, je suis rentré au cégep. Puis il n'y avait pas de relève en basse pour le programme. Fait qu'il me demande pendant l'été, tu peux-tu former tel élève qui faisait du trombone pendant l'été pour faire de la basse, c'est elle qui va te remplacer. Fait que là, je suis comme, OK, tu sais, j'ai jamais enseigné, mais pourquoi pas. J'ai tellement fait une bonne job pendant l'été, parce qu'elle est arrivée puis elle a super bien performé, qu'il me rappelait. Là, je commence le cégep, puis là, j'avais des calls, il m'appelait, je vais t'engager comme spécialiste. Et tout. Puis là, c'est comme les premières fois. Fait que là, je dîne avec eux, mais là, l'année dernière, j'étais dans la classe, là, mais là, je suis là avec mon cabaret, je dîne avec les profs. Puis là, il me dit, Steven, je dois dire quelque chose. Il me dit, toi, là, jusqu'à fin secondaire 3, là, t'étais mauvais. T'étais mauvais. Ça marchait pas, tu l'avais pas. Mais en secondaire 4, j'ai assez forcé pour que ça devienne assez une passion importante pour toi. Pour que tu commences à sérieusement t'intéresser à ça, puis il y a comme un déblocage pour toi. Wow. Fait qu'il m'a dit, puis ça, je l'ai fait avec toi, mais je l'ai fait avec des dizaines, des milliers d'étudiants avant toi. Puis il m'a dit, c'est ça qui me drive dans la vie. Puis il me dit, je fais pas un gros salaire dans la vie, mais je trippe solide dans qu'est-ce que je fais. Puis ça, c'est à tout jamais, c'est la plus grande source d'inspiration que je vais avoir pour être enseignant. Puis je sais que je vais enseigner comme lui, je le sais déjà, j'enseigne déjà comme lui. Être à l'écoute, être plus que présent, puis être super préparé. Ouais. C'est un homme qui faisait quelque chose comme 60 arrangements de big band de 40 personnes par année. En dehors de ses heures d'enseignement. Moi, je l'ai vu, sa fille était du même âge que moi, elle faisait partie du programme, puis des fois, j'allais chez eux, parce que c'est une amie comme les autres, puis je voyais Yves qui était dans son studio en train de repiquer des tunes pour le lendemain. Puis à ce jour, il m'appelle pour faire du remplacement ou pour faire de l'enseignement spécialiste. Puis il m'a appris le trombone, trompette, il m'a tout appris les doigtés pour que je donne des sectionnels à l'école. Puis encore à ce jour, des fois, justement, j'enseigne, puis il me dit « Ah là, OK, là, tu vas diriger l'ensemble là, aujourd'hui parce que il faut que je finisse pour la 4e période. Puis un arrangement, puis là, il repique à l'oreille, puis il me passionne vraiment. Puis justement, il y avait cette passion-là, quelque chose que tu essayes de transmettre aussi, quelque chose que je ressens, que tu essayes de transmettre aussi. Cette disponibilité-là, au-delà de faire de la musique, il faut être à l'écoute des gens, il faut être... T'enseignes plus que de la musique quand t'enseignes de la musique. T'enseignes à vivre, t'enseignes à être à l'écoute des gens, t'enseignes à être un bon humain. Puis il me disait souvent, tu sais, toi, tu vas faire carrière en musique parce que t'as une bonne attitude, t'as le talent, puis tu travailles pour. Ouais. Genre, t'as le trio, là. C'est sûr que ça va fonctionner pour toi. Puis il m'a dit, tu peux avoir du talent puis faire beaucoup de travail, mais si t'as pas l'attitude. Ah, tout à fait. L'attitude, c'est pour moi le plus important. J'ai dit tout à l'heure, il faut la constance, mais l'attitude aussi. Ouais. Pour moi, il y a des choses importantes. L'adaptabilité. Il faut que tu sois capable de t'adapter. On t'appelle là, comme j'ai fait un concert avec l'OSM jeudi
c'était samedi, mais on avait une répétition jeudi dernier, j'avais pas les partitions. J'appelle Stéphane Bollac, qui joue à l'OSM, puis que je lui dis, bon, on joue quoi? Ce sera lecture à vue. OK, donc il faut s'adapter. Puis c'est ça, en même temps, oui, puis il faut croire. Croire. Si tu es en enseignement et tu ne crois pas aux jeunes, aux capacités qu'ils ont de se développer, ça ne marche pas. Et tout le monde, je pense, a une capacité à se développer dans un domaine spécifique ou plusieurs. Et les gens qui n'arrivent pas, c'est les gens qui n'ont pas trouvé ce domaine-là ou qui n'ont pas été aidés à trouver ce domaine-là. Et des fois, c'est dommage, on le voit là. Donc, il faut y croire. Oui, tu es capable. Puis, moi, je pense, de 9 ans jusqu'à 18 ans, on m'a toujours dit que tu n'es pas capable. Puis j'avais des bonnes notes, mais ça n'allait jamais assez pour mes grands-parents. Et c'est pour ça que je ne suis jamais satisfait de moi. J'ai rarement fait un concert où j'étais satisfait parce que j'ai toujours le syndrome de l'imposteur, etc., même ici, dans le sens où, oui, tu es capable. Donc après, il faut y aller avec ses capacités, bien entendu. Il ne faut pas viser très haut si on a encore des croûtes à manger. Mais quand tu enseignes, c'est parce que tu crois en l'humain, tu crois aux personnes qui sont en face et puis tu veux l'aider à... Il a semé quelque chose, puis voilà, maintenant... C'est vraiment aussi très motivant. Si j'étais pas tombé sur son passage, j'aurais probablement, puis honnêtement, j'aurais pas fini mon secondaire. Mais c'est ça. C'est sûr, j'aurais pas fini mon secondaire, j'aurais drop out presque 100%. Ouais. C'est sûr. J'ai pas c'est lui qui m'a apporté la rigueur, le travail et tout. Évidemment, j'ai ma famille aussi. Je sais pas juste lui, mais il m'a apporté quelque chose d'autre. Là, un beau modèle. Beau modèle. Mais tu sais, des fois aussi, c'est important que ces choses-là viennent d'autre part que de ta famille aussi. Ouais. Des fois, le message, il passe mieux quand c'est quelqu'un. Quand c'est pas exact. Je me souviens, justement, j'ai jamais... Tu sais, je suis loin d'être mauvais à l'école. Je comprends très bien à l'école. Mais j'ai comme jamais cette motivation-là de m'asseoir puis travailler pour quelque chose d'autre qui est de la musique, là. Ça part depuis très longtemps. Puis je me souviens, j'ai dû faire des cours d'été à un moment donné en mathématiques. J'ai toujours été très bon en mathématiques. Si je te donnais mon bulletin de secondaire, tu serais comme, il était où le problème? Mais j'étais dans une école modulaire, là, c'était comme, je pouvais avancer à mon rythme, puis mon rythme, c'était pas d'avancer. Donc, elle est bonne. Donc, c'est ça, puis j'ai dû faire des cours d'été, puis justement, moi, j'ai été élevé par ma mère, qui est monoparentale. J'ai été élevé à Montréal-Nord aussi, donc quartier défavorisé et tout. Fait qu'on n'avait pas les moyens d'avoir des cours d'été, mais je devais les faire. Puis il a trouvé une manière de payer les cours d'été. D'une manière, je sais même pas comment il a fait. Là. Je pense que c'était par une fondation, je sais pas trop comment il a fait. Mais il a payé mes cours d'été. Wow. Il voulait absolument son bassiste. Il voulait absolument son bassiste. Il a investi en toi. Puis je sais qu'il l'a fait avec plein d'autres élèves aussi. Puis c'est ça qui me ramène tout le temps à... C'est sûr que je vais faire la même chose. C'est sûr. C'est sûr que je vais être dans une classe à un moment donné puis je vais changer. Ben, pas nécessairement mon but, c'est de changer la vie des gens, mais si j'ai l'opportunité de le voir, si je vois qu'il y a quelqu'un qui a besoin, c'est sûr. Puis c'est qu'est-ce qu'on fait à l'UQAM aussi en étant dans l'assaut, c'est qu'est-ce que j'ai fait toute ma vie là, avec mes amis, avec mon entourage. Ça part de là. Ouais. C'est bientôt l'heure de finir le podcast. Ça va vite, hein? Ça va tellement vite. Très vite. Ça va très, très vite. Non, mais je pense que je sais où est-ce que tu vas en venir. Ouais. Est-ce que dans ta carrière de prof au secondaire, il y a une situation à laquelle tu as été confronté qui a fait ça, il faut absolument que j'en parle à ma cohorte. Tu sais, comme si j'arrive à enseigner à des gens qui vont devenir professeurs, il faut absolument que je parle de cette situation-là. Ils ont besoin de cet outil-là pour être capable de c'est sûr. Oui, mais c'était clair. Oui. Mais en fait, ça me rappelle une anecdote. J'étais en stage 3. Et puis... Et bon, j'enseignais déjà, je faisais de la suppléance dans les écoles secondaires en harmonie. Et je faisais mon bac en même temps ici. Et c'est sûr que, bon, on travaille beaucoup sur la SAE très, très rigoureusement. Oui. Et trop rigoureusement. Quand je le dis, je vais le donner d'ailleurs le cours à l'hiver. Et je me rappelle d'une étudiante qui était en larmes. Pendant le cours, on disait, regarde, moi, je fais mon stage en ce moment, ça va très bien avec mon enseignante associée. Puis j'arrive ici, je comprends rien. On me dit que c'est pas ça qu'il faut faire. Qu'est-ce qui se passe? T'sais? Puis là, je lève la main. Et je dis, c'est parce que il faut s'adapter. c'est parce que si on n'a pas, mettons, je prends un exemple concret, si on travaille une belle essai, mais qu'on a
percussionnistes sont absents parce que, je sais pas moi, un virus qui traîne. Ouais. On fait quoi? On s'adapte, on change la SA et voilà. Bon, il y a une petite friction dans le cours, mais en fin de compte, oui, tu as l'expérience, mais c'est ça. Ce qui fait que dans la vraie vie, si j'avais à dire à ma cohorte, oui, tout ce qu'on apprend, il faut, c'est clair, mais attention, prends ça avec des pincettes, parce que c'est peut-être pas ça qui va se passer dans ton cours, il va falloir que tu t'adaptes. Donc, oui, prends les connaissances, prends les valeurs, prends tout ça, prends tes compétences, très importantes. Gestion de classe, très, très importante. Mais au bout, quand tu vas arriver sur le podium, là, il va y avoir plein de choses qui vont te bombarder en pleine face. Il va falloir que tu gères tout ça, puis tu n'as pas été nécessairement prêt ou prête à voir ça. On le voit dans le cours d'enseignement collectif. Quand je vous dis sur le podium, il peut se passer plein de choses en même temps. Au début, il faut écouter, il faut voir, il faut gérer le problème d'instruments. Là, pour l'instant, ça va bien, c'est des vacances, dans le sens où vos collègues jouent bien déjà, mais dans la classe, des fois, c'est oh là là. Donc, juste le fait que ça soit des adultes aussi. Oui, c'est ça. Donc, c'est sûr qu'il y a toujours un temps d'adaptation. Alors, c'est pour ça qu'il faut prendre le maximum de compétences et connaissances pour justement ces petites choses qui vont arriver là. Oh, OK, je n'étais pas préparé à ça. C'est bon, maintenant que je sais comment je vais gérer ça. Mais c'est toujours chaque jour, il y a quelque chose de nouveau. Un peu comme les choses technologiques, même on est bon, il y aura toujours dans le spectacle quelque chose qui ne fonctionnera pas. Pourtant, ça fait 30 ans qu'on fait le métier. Donc, c'est certain que j'avais déjà une expérience. C'est pour ça que c'est difficile de répondre à cette question avant. Mais adaptabilité, je reviens à ça parce qu'il faut être capable de transformer notre plan de cours ou notre plan sur la session parce qu'il arrive de quoi. On ne sait jamais. Ça peut être une grève, ça peut être mon bassiste qui est absent, ça peut être n'importe quoi qui peut arriver là. Alors, il faut changer ça. Et puis, exact. Justement, mon secondaire, quand j'étais pas là, je sais que c'est mon prof qui allait à la base, tu sais. Mais il va diriger en même temps. Oui, mais voilà. Fait que tournez-vous vers la base. Voilà. Non, je pense qu'il se mettait un long fil, puis il se mettait en avant avec le podium, puis il était là avec la bass, puis il jouait en même temps, mais il devait diriger. Ok, les trompettes, 3, 4. Mais c'est ensemble Big Ben aussi, fait que tu sais, t'as un drum qui garde le rythme aussi, là, la battue, elle est plus ou moins pertinente dans ce cas-là. Donc, ça se fait, mais en tout cas, c'est comme justement s'adapter et tout. Je pense qu'on l'apprend bien justement dans le cours. Je le suis cette session-ci avec toi, puis on l'apprend bien dans la mesure où on est devant la classe. Puis on a vu tout le monde passer avant nous autres, mais c'est comme si on oubliait tout. Rendu au podium, on est là avec la baguette. OK, on arrive, puis là, tu nous regardes comme ça. Je sais, moi, je suis percussionniste, puis là, tu me regardes avec les baguettes comme ça parce que tu me remplaces aux percussions. J'ai pas joué, tu m'as pas regardé, tu m'as pas cué. Je suis comme... tu sais, mais tu me l'as dit à 15 personnes avant moi, puis j'arrive sur le podium, puis c'est ça. Fait que je le trouve super pertinent, ce cours-là. Je l'aime bien. Merci. Je cours beaucoup, d'ailleurs, avec les percussions. Il faut que je cours. J'ai pas pris le cours de percussion, fait que c'est un peu tout nouveau pour moi. Mais c'est ça. C'est un cours qui maintient en forme. Oui, c'est un cours qui maintient en forme. C'est super chouette. Puis le cours dernier, c'était terrible en plus. Là, j'arrêtais pas d'échapper ma baguette. Tu riais de moi en plus. 3 fois. 3 fois! Mais je peux rien dire. Moi, j'ai le syndrome de la tasse à café du plateau avec la main gauche. Fait qu'on a tous nos problèmes. Ah, c'est toi, ça! Ouais, moi, je tiens ma tasse à café. J'en parle. Mais j'ai pas dit de nom. Ou j'en parle non, mais comme c'était ça. Ah, c'est toi, tasse à café! Alors, tout le monde le sait. Ah, c'est bon. On va mettre fin au podcast. Mais avant de mettre fin au podcast, on va faire notre petit rituel qui est un blitz de questions. Ça ou ça. Dans le fond, je pense que tu es familier, tu as écouté les podcasts, donc c'est ça. C'est à la fin, je te propose 2 options, si on choisit une des 2. Et si tu as une urgence de te justifier, on va attendre à la fin de toutes les questions pour que tu puisses te justifier. Je sais qu'Hélène, Danick, Hans un peu moins. Hans il prenait son temps. Hans prenait son temps, tu sais, je posais une question puis il était comme difficile. J'étais comme mais il nous a fourni des belles réponses par la suite. Donc on va se partir ça. Est-ce que tu es prêt, Thierry? Oui. On commence ça maintenant. Enseigner au secondaire ou à l'université? À l'université. Réseaux sociaux ou journaux? Réseaux sociaux. La trompette ou l'enseignement? Oh my God. L'enseignement. Sucré ou salé? Sucré. Musique classique ou pop?
Le classique fait pop. Ah, bon clin d'œil à Danick, mais faut répondre. Pop. Pop. Podcast ou livre? Podcast. Vinyle ou streaming? Streaming. Théorie musicale ou formation auditive? Formation auditive. UQAM ou l'UDM? Lucam. Bière ou vin? Vin. Enseigner la musique classique ou populaire? Classique. Lever tôt ou veiller tard? Oh, veillez tard. Cuisine maison ou restaurant? Aïe, 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 aïe. Restaurant. Improvisation ou partition? Partition. Chat ou chien? Chien. Cours en ligne ou en présentiel? Présentiel. Analyse musicale ou histoire de la musique? Histoire de la musique. Danser ou chanter? Chanter. Performance sur scène ou studio d'enregistrement? Performance sur scène. Café ou thé? Café. Pratique musicale en solo ou en groupe? En groupe. Enseignement ou la recherche? Enseignement. Et c'était tout? Yeah! Ça avait l'air un peu de la torture, mon Dieu! Ah, des fois, c'est pas facile. T'étais très tiraillé entre les questions. Oui, il y a 4-5 fois où on veut les deux. Oui, on veut les deux, mais oui. Mais c'est enseignement, recherche. Mais bon. C'est vous tirailler un peu, de vous faire... vous mettre en the spot, mais évidemment, on sait qu'il y a des nuances, il y a des zones grises dans les réponses, mais je trouve ça drôle. Mais c'est ça l'exercice aussi, c'est de trancher. Si on a le choix entre les deux, c'est quoi qu'on prend? Oui, tout à fait. Mais la trompette à l'enseignement, on préfère l'enseignement à la trompette quand même. Oui, parce que je me suis dit, si je suis plus capable de jouer, je pourrais toujours enseigner. Ouais. Voilà. C'est bien. J'ai pu réfléchir à ça en peu de temps. Non, puis c'est sûr que dans une carrière, on a encore un peu de temps. Oui. J'ai eu la chance de jouer avec plein de monde. Et puis, juste pour donner un exemple, là, comme je dis à ma famille, là, demain je peux mourir, là, j'ai fait mon rêve, là, c'est de pouvoir jouer avec Hans Zimmer. Okay? J'adore la musique de film depuis tout petit, j'en joue. J'aurais aimé avoir une carrière comme Malcolm McNabb, qui est trompettiste, qui a joué plus de 400 films à Los Angeles. Et j'ai fait un stage avec lui, puis il m'a dit, tu joues bien. Et quand j'ai eu le poste, c'était en 2013 le stage, j'ai dit, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je vais à Los Angeles, je tente ma chance pour jouer dans les studios à Hollywood, etc. Ouais. Puis là, on venait d'avoir William, puis le poste, j'ai dit, je sais pas. Puis j'ai dit, non, je peux pas faire ça. Mais j'aurais aimé. Et donc, j'ai joué avec Grégory Charles, avec Hans Zimmer, avec plein de beaux noms. J'ai Paul Baillargeon qui a écrit La Colombe pour Seigneur, qui m'a composé une pièce. Donc, au niveau de la trompette, je suis accompli. Et maintenant, ce que j'aime faire, c'est travailler avec des compositeurs vivants, des premières, ça, j'adore ça. Il y a des projets qui vont être mis de l'avant là-dessus. C'est ça qui fait que... Mais ça demande tellement de pratique. Et avec le poste à l'UQAM, avec plein de choses, c'est difficile de concilier les deux. Je le fais encore. Jusqu'à quand, je ne sais pas. Mais à un moment donné, peut-être que la forme, mais l'enseignement, je pourrais toujours enseigner. On le voit dans des grands musiciens au monde qui peut-être non plus l'agilité d'avant, mais qui enseignent. Donc, c'est quand même une question qui est difficile, mais je serais prêt à arrêter la trompette si je n'étais plus capable de jouer, mais continuer à enseigner quand même. Donc, d'où c'était difficile. Oui. Mais quand même, du fait que, oui, j'ai quand même joué avec du beau monde, je continue, mais jusqu'à quand? Tant mieux jusqu'à tard, là, mais en l'enseignement, tu partages plus, je trouve, que de jouer, puis il n'y a pas ce contact-là. C'est différent. C'était aussi intéressant quand je te demande musique classique ou pop, tu choisis pop, mais quand je te demande d'enseigner la musique classique ou pop, tu choisis de la musique classique. Parce que c'est plus mon domaine, mon domaine, musique classique, même si j'ai fait beaucoup de pop. D'ailleurs, si vous cherchez un petit peu, vous me verrez dans un CD de reggae que j'ai enregistré en France avec des cheveux. Je voulais chercher ça, pas long, vous allez sur mon site internet, vous allez le voir là. Donc j'en ai fait pas mal de musique pop aussi, mais musique classique ou pop, parce que j'en joue beaucoup de musique classique. Donc un petit peu de pop à la maison ou à streaming justement. Ben oui. Ça fait du bien. Change de mal de place. Exact.
juste avant de terminer ça, je te laisse une belle vitrine aussi pour présenter, que ce soit des projets que tu as qui sont en train de se faire, ou si on veut en apprendre plus sur toi, sur tes recherches ou sur tes enseignements, où qu'on te retrouve, c'est où qu'on va chercher ça. Alors, j'ai un site internet, thierrychamp.com. J'ai pas de pseudonyme. Donc, vous pouvez aller voir tout ce que je fais, parce que tout est listé là-dessus. Vous pouvez voir mes anciennes aussi productions, que ce soit, j'ai joué la musique de Paul à Québec, du jeu Spider-Man, studio, etc. Donc, il y a plein de choses sur mon site que vous pouvez aller voir, me connaître un petit peu plus, autant au niveau enseignement qu'au niveau interprétation. Là, les projets qui sont en cours, justement, j'ai demandé à un compositeur, j'avais déjà travaillé avec Alain Dauphiné. J'avais un ensemble cuivre et percussion Magnitude 6. On a fait beaucoup de productions, puis c'était l'un des compositeurs attitrés, qui est de l'espace sonore illimité. Et il m'a composé une pièce solo en hommage au peintre Riopelle. Donc là, j'ai obtenu la subvention et je vais l'enregistrer avec captation vidéo. On a contacté Huguette Vachon, l'ancienne femme, la dernière femme d'ailleurs de Riopelle, à voir est-ce qu'on pourrait avoir des droits pour mettre dans la vidéo quelques peintures, etc. Donc, c'était enregistré courant début d'année 2024. Puis, j'en ai un autre que j'aimerais développer. C'est création d'un répertoire plus étendu pour la trompette et son numérique. Toujours basé sur la musique un peu à l'image, que ce soit musique, film ou jeux vidéo, mais pour trompette seule, puis son numérique ensemble. Ça, c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur parce que Miles Davis l'a déjà fait pour le jazz fusion, par exemple, avec des sons, transformer le son. Eric Truffaz aussi travaille avec le son. Mais toujours jazz fusion, mais il n'y a rien musique à l'image. Et moi, j'adore ça. Donc, un peu plus épique peut-être, ou complètement éclaté. Et si il y a un compositeur ou compositrice qui m'entend, j'ai toujours voulu quelqu'un qui compose une musique, par exemple, pour trompette, piano et haru, le violon chinois. Pourquoi? Parce que souvent, les gens voient la trompette, ça va sonner fort. Non, on peut jouer très délicatement aussi. Et le haru, j'en ai joué, j'ai pris des cours là-dessus. Puis, donc, deux instruments atypiques, oriental, occidental, traditionnel, et mêler ça, j'adore ça. Donc, le mélange des genres, la fusion des genres, j'adore ça. Alors, c'est un rendez-vous, s'il y en a qui écoutent, mais vraiment, ça, c'est le projet de créer, parce que oui, j'aime interpréter, mais on parlait du plaisir, et j'ai moins de plaisir à jouer des pièces comme Mozart, Beethoven qui ont déjà été jouées, puis beaucoup mieux, ou des concertos qui ont déjà été joués, mais créer des pièces avec des compositeurs, voir un petit peu c'est quoi son processus, puis qu'est-ce qu'on peut faire ensemble, et justement faire travailler des étudiants du DSS en musique de film, des compositeurs, des compositrices. Alors ça, c'est des projets. Après, j'en ai un autre, c'est un peu plus interdisciplinaire. Là, c'est complètement... Vous me dites pourquoi il fait ça, là? J'ai travaillé avec Anne-Sophie Touga, qui est une compagnie de théâtre, Cabane Théâtre. On a fait déjà 2 tournées ensemble, une en Belgique l'année dernière, et c'est des spectacles pour les tout petits. Donc vraiment de 1 jour là, à 3 ans. Généralement, c'est plus de 4 à 7. Et donc, c'est des installations. Et là aussi, on peut trouver ça si on cherche sur Google. Et puis là, on lance des papiers, des choses comme ça. On joue en tout cas. Et j'ai trouvé ça drôle parce qu'en fait, ça m'a rappelé le cours FAD 4006 que j'ai suivi. Et très interdisciplinaire. Donc là, c'est comment travailler sur un plan de cadre entre les musiciens et un metteur en scène. Donc ça, c'est un projet qu'on va travailler ensemble. Puis après, j'ai aussi des capsules pédagogiques sur ma chaîne YouTube, justement, pour l'enseignement des cuivres. Alors, c'est plein de petits projets. Puis j'essaye, autant que faire se peut, que ces projets s'imbriquent, parce que j'ai peu de temps, il faut que je sois le plus efficace possible. Et pas, par exemple, je n'irai pas écrire un livre comme Danick fait, que je ne sais pas comment il peut faire avec tout ce qu'il fait là. Pour moi, ça m'impressionne. Oui. En même temps, on ne lui demanderait pas de jouer dans un orchestre avec sa basse et ses cheveux longs, parce que là, ils sont plus courts maintenant. mais c'est ça. Donc, j'essaye que mes projets maintenant soient plus dans le côté créatif et puis interprétation en même temps. Donc, c'est ce qui se passe en ce moment dans mes futurs projets. Voilà. Fait qu'on te retrouve sur ton site internet. Exact. Puis on reste au courant pour ces projets-là. Merci d'avoir été avec merci nous. Énormément. Merci à vous. Vraiment, je suis très, très choyé d'être ici. Oui. Puis vous faites vraiment ça bien. Donc, merci. Félicitations à vous deux. C'est tellement gentil. Puis nous, on se retrouve pour le prochain épisode. On ne connaît pas encore l'identité invité mystère du prochain invité. Ça va être quelqu'un du département de musique, encore une fois. Est-ce que ça va être un professeur, un chargé de cours? On ne sait pas. Peut-être. On va se laisser un lousse cette fois-ci. Habituellement, on vous habitue à, vous savez, c'est qui le prochain, mais là, mystère. Merci tout le monde d'avoir été avec nous. Merci David, merci Thierry. Merci à vous deux. À la prochaine.